et bienvenue dans Amis, le podcast où on combat nos angoisses de confinement en regardant Friends, parce qu'à défaut de voir nos potes dans la vraie vie, on peut au moins profiter d'un groupe d'amis imaginaires. Et de moi, ta seule amie IRL. Salut, moi c'est Anaïs Bordage et je suis depuis récemment team Chanika à Donf. Donc Chanika, c'est Chandler plus Monica. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça existait avant que Anaïs n'invente ce terme. Bah, il fallait l'inventer, je pense. Et moi c'est Marie, je suis aussi team Chanika et je suis team Friends en général. Cette semaine, on a regardé la deuxième moitié de la saison 6. Alors, il faut dire que la saison 6, en la revoyant et toi, en la découvrant pour la première fois, on s'est rendu compte que c'était un peu une saison en demi-teinte. Ouais. C'est pas la meilleure saison de Friends et c'est peut-être la pire de celle qu'on a regardée jusqu'à maintenant. Mais au moins, ça se conclut sur un grand moment. C'est les fiançailles de Chandler et Monica. Tu as été très émue. On va t'entendre, on va surtout entendre tes reniflements. You wanted it to be a surprise. Oh my God. Monica. Will you marry me? Yes. Donc, tu reniflais pas à cause du Covid? Non, je précise que je renifle parce que j'étais en train de pleurer. Parce que j'étais très émue. Et franchement, je sais pas si j'assume à 100% cet audio parce que j'ai travaillé très dur pour que les gens me voient comme une personne qui n'a pas de cœur. Mais voilà, il faut que je vous avoue qu'en fait, j'ai un petit T'avais cœur déjà tout mou. pleuré sur Phoebe et ses triplés quand même. Ouais, mais là, j'ai vraiment pleuré. Enfin, Phoebe et ses triplés, j'avais une larme, tu vois. Genre, j'avais la single tear. Là, je pouvais plus m'arrêter, quoi. C'est vrai? Non, mais j'ai beaucoup pleuré. Oh, moi non, en le revoyant, mais ça m'émeut vraiment que t'aies pleuré. Ouais, bah même en réécoutant justement l'audio pour le monter pour l'épisode, j'ai repleuré juste avec le son. Moi, je crois qu'il y a l'atmosphère ambiante qui joue peut-être un peu, mais c'est bien. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter tes prédictions pour les épisodes qu'on vient de voir. Précédemment dans Annie. Je pense que Chandler et Monica vont se marier. Je pense que là, visiblement, Joey se retrouve tout seul, encore une fois. Il peut pas payer ses factures, son téléphone marche plus, son câble marche plus, et le mec, il peut même pas se faire soigner son hernie, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir encore un bouleversement de ce côté-là, c'est-à-dire que Joey va avoir un changement niveau logement, quoi. Soit quelqu'un va emménager avec lui, soit lui, il va bouger, je sais pas, mais à mon avis, c'est pas tenable, forcément. Il y a une chambre vide chez Chandler et Monica, peut-être que c'est là qu'il va aller. Joey ? Ouais. Peut-être. Bon, Joey n'a pas aménagé chez Chandler et Monica. Non, mais effectivement, la chambre vide chez Chandler et Monica et la chambre vide chez Joey ont été occupées par Phoebe et Rachel après l'incendie. Au niveau infrastructure, tu t'es vraiment... Ouais, voilà, c'est ça, on s'y retrouve. Et puis, ils sont pas encore mariés, Monica et Chandler, mais Non, on s'en approche. on y est presque, ouais. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes qu'on vient de voir. Alors, en 1 minute, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 13 épisodes ? Déjà, Ross se tape une étudiante qui a 12 ans de moins que lui. C'est hyper creepy, mais ça donne quand même lieu à de très très bonnes blagues, donc ça j'ai apprécié. Janice is back, même si c'est par cassette audio, C'est vrai. dans une compile, et ensuite par flashback, mais franchement je prends quand même n'importe quelle dose de Janice, c'est Janice quoi. On apprend que visiblement Phoebe se balade à tout moment avec un œuf dur et un poisson rouge dans son sac à main. Très pratique. Ça fait un peu le sac de Mary Poppins. Ouais voilà c'est ça, mais en vachement moins... Classe. Ouais. Joey devient l'acteur principal d'une série qui s'appelle Mac and Cheese, sauf que ça parle pas du tout de macaroni au fromage, donc j'étais hyper déçue. Et l'appart de Phoebe et Rachel prend feu, c'était très angoissant, mais bon, on n'est plus à un drame immobilier près dans cette série. Bruce Willis débarque et il a des cheveux, Oui. incroyables. Tom Selleck débarque et il a une moustache, encore plus incroyable. On est retourné dans l'état normal des choses. Voilà, là, encore plus délicieux. Le frigo de Joey tombe en panne et j'ai écrit dans mes notes « Joey est débile plus ultra ». Donc je pense que c'est la version débile de mec plus ultra. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça m'a fait rire que je l'ai écrit. Et évidemment, Chandler et Monica se demandent mutuellement en mariage. Hashtag couple goals, hashtag oh my god, hashtag j'ai pleuré comme une grosse merde, hashtag c'était trop bien. Magnifique. Bon, comme on l'a dit dans l'intro, c'est vrai que là, ces épisodes, c'est quand même un peu un rough patch de la série. C'est pas les meilleurs épisodes de Friends. Non, surtout après la saison 5, qui est vraiment géniale et qu'on avait adoré. On est d'accord. Déjà, dans les 12 précédents, on s'était un peu ennuyé.
Et là, c'est vrai que ça commence encore, ça rame un peu. Et heureusement qu'il y a quand même les 4 derniers épisodes que j'ai trouvé super et qui remontent le niveau. Mais c'est vrai que on est encore un peu dans ce problème où il y a pas trop d'interaction vraiment dramatique ou romantique ou amicale entre les personnages. C'est plus, leur appart prend feu ou ce genre de truc, ou le frigo tombe en panne. Donc c'est pas, les enjeux sont beaucoup moins forts. Et du coup, moi, je me retrouve vachement moins investie quand il n'y a pas justement un couple qui est en train de se développer ou en train de se déchirer ou quelque chose comme ça. Il y a un épisode, comme tu l'as dit, Mac and Cheese, qui est en fait un épisode d'un clip show. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois, on a même fait notre propre clip show, mais là c'est vraiment le clip show qui ne sert à rien. Ouais. Et qui en plus n'a aucun sens, parce que j'étais en train de noter de quoi c'est un clip show et j'arrivais pas à dire, c'était genre les disputes de Chandler et Joey. Ils font un clip show un peu de tout, c'est juste vraiment des flashbacks de moments qu'ils ont trouvé fun pour... je pense que Bruce Willis a dû coûter très très cher et que du coup, ils ont économisé de l'argent en faisant ce clip show juste avant. Ouais, c'est ce que je me suis dit dans mes notes en fait quand l'épisode a commencé, j'étais là, oh un flashback de Joey, et ensuite j'étais là, ah, un flashback de Phoebe. Et ensuite, j'étais là, ah, en fait, c'est un flashback de tout le monde. Ok, bon, clairement, ils avaient plus d'argent. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Le seul avantage de cet épisode, c'est qu'à la fin, on a un montage de toutes les fois où Joey et Chandler se sont fait un câlin. Oui, c'est trop mignon. Et ouais, ça, franchement, c'était cool. Ouais, je savais que t'aimerais ça. Même si à la fin, ils ont dit qu'ils le faisaient trop souvent. Et j'étais là, non, vous le faites pas assez souvent. Ouais, c'est clair. Franchement, mettez-moi 5 épisodes de câlins, je serais trop contente. Bon, on va parler du sujet qui fâche, c'est les 2 épisodes. Il y a 2 épisodes qui sont assez problématiques, qui sont assez cultes aussi. Ouais. C'est The One That Could Have Been, qui est un épisode en 2 parties, où en fait, c'est une uchronie, c'est l'uchronie de Friends, où la série réimagine l'histoire. En fait, ça commence, ils sont au Central Perk. Ross se dit, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas eu mon premier divorce, si j'étais restée avec Suzanne. Rachel se demande ce qui serait passé si elle s'était mariée vraiment avec Barry. Monica si elle avait pas perdu de poids, et Phoebe si elle avait accepté un job à Merrill Lynch de tradeuse. Dans une banque. Voilà. Et en fait, après, les 2 épisodes qui suivent imaginent cette réalité parallèle où les amis se voient, ils sont quand même amis, mais ont chacun une carrière différente. Et aussi, pour ce qui est de Monica, elle est toujours grosse. Pour ce qui est de Chandler, il est écrivain un peu paumé. C'est un peu le flash sideways de Lost, en fait, où c'est une réalité parallèle. Si l'avion s'était jamais crashé, sauf que là, c'est si chacun n'avait jamais eu cette espèce de gros tournant dans leur vie. Oui, c'est une bonne idée, en fait, de faire ça. Une uchronie dans Friends, moi, ça me fait marrer et tout ça. Le problème, quand même, c'est que il y a énormément de blagues grossophobes. Le running gag des 2 épisodes, c'est que Monica est grosse et du coup, on la voit toujours manger. Elle s'assoit sur des Kit Kat ou elle est tout le temps en train de refiler des Kit Kat à droite et à gauche. Oh, t'es mon auteur préféré. Oh, j'aimerais faire un petit cadeau. Attends. Mes derniers gâteaux préférés. Tu veux qu'on les partage ? Avec plaisir. Elle est toujours vierge parce que ce qui est sous-entendu, c'est que parce qu'elle est grosse, forcément. Oui, personne veut d'elle, quoi. Elle n'a pas eu de relation sexuelle alors qu'elle a plus de 30 ans, ou elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Ouais, elle a 30 ans. Alors que la version mince de Monica a été très active, au contraire, ça a été sous-entendu plein de fois. Et en plus, il y a même un gag dans le générique où elle s'assoit sur le canapé et le canapé bascule d'un côté parce qu'elle est grosse, quoi. Il y a énormément de gags là-dessus et c'est vrai que pour moi, ça entache vraiment ces 2 épisodes. C'est marrant parce que tout de suite, quand l'épisode a commencé, je me suis dit, en fait, celui-là, je crois qu'il fait partie de ceux que j'ai vus parce que j'avais ce souvenir, je sais pas si tu te souviens, de Monica qui était grosse au Central Perk. Et du coup, au début, je pensais que c'était dans le pilote qu'on voyait ça et qu'après, elle allait perdre du poids dans la série. Donc là, effectivement, j'ai trouvé ça assez choquant comme toi. Enfin, ça me sortait de l'épisode à chaque fois. Il y a d'autres moments qui sont super marrants dedans. Mais à chaque fois qu'on la voit en train de manger de manière incontrôlable et à chaque fois qu'il y a une blague sur son poids, je pouvais plus du tout apprécier ce que j'étais en train de regarder, quoi. Ça m'a mise très mal à l'aise et ça m'a vraiment énervée. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup gênée, ces blagues-là. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres trucs qui sont drôles. Moi, je trouve que Rachel est marrante dedans. Elle s'est mariée avec Barry, donc elle est habillée avec un espèce de manteau léopard. Elle a le look de la meuf de Long Island. Alors, je précise, ce n'est pas léopard. Ça m'a beaucoup choquée. En fait, dans toutes ces scènes, elle porte un motif vache, en fait. C'est vrai. Et je comprenais pas, j'ai écrit en gros pourquoi elle est tout le temps habillée en vache. Elle a des manteaux vaches, des jupes vaches, des vestes vaches, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est quelque chose qui était très à la mode à ce moment-là ou s'ils considéraient que c'était un peu l'apogée de la meuf du New Jersey qui porte un manteau vache, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'elle vient de la banlieue, elle vient de Long Island, pas du New Jersey, mais elle vient de la banlieue et du coup elle a le look un peu trash, enfin de... Cagole de New York, quoi. Voilà, c'est exactement. Tu as défini le truc très très bien, c'est la cagole de New York. Ouais. Et je trouve qu'elle est super en cagole de New York. Et d'ailleurs, en fait,
j'adore ses looks dedans parce qu'elle me rappelle Fran Fine dans Une nounou d'enfer. Ouais, oui, les imprimés animaux. Voilà, et j'adore les looks de Fran Fine et du coup, je la trouve géniale. Et en fait, dedans, elle a une histoire avec Joey parce que Joey est une star de soap opéra et donc elle est très attirée par lui. Tu n'as qu'à passer me voir à l'occasion, je te jouerai une autre. Joey Tribbiani du feuilleton Les jours de notre vie et je le vois qui entre ici. Rachel, c'est un copain à nous. Vous êtes copain avec le docteur Drake Ramore? Et ça, c'est assez marrant. Et le truc qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est Phoebe, qui est en tradeuse. Et le fun fact, c'est qu'en fait, c'est les vrais cheveux de Lisa Kudrow dedans. Elle a un carré dedans. Alors que le reste de la saison, elle a une perruque en tant que Phoebe parce que les producteurs considéraient que Phoebe n'aurait pas un carré comme ça. Ça correspondait pas au personnage. Ah, c'est marrant. Eh oui. Mais c'est vrai que oui, en fait, c'est un choix très clair. On en a parlé dans PIC TV d'ailleurs, ce que la coiffure peut vouloir dire un peu des personnages. Et c'est vrai que là, dès qu'on la voit arriver, non seulement elle est en costard et tout, mais en plus, ce carré, ça signifie tout de suite que c'est plus du tout la même Phoebe un peu fantasque qu'on avait vue auparavant, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est assez drôle, surtout qu'elle fait plusieurs crises cardiaques et à chaque fois, elle le prend avec un flegme assez remarquable. Mais ouais, le problème, c'est que non seulement il y a toute l'histoire avec Monica, mais moi, il y a aussi quelque chose qui m'a profondément dérangée. En fait, c'est la relation entre Ross et Carol. Oui. Puisque on voit, en fait, ce qui se serait passé si... D'ailleurs, j'ai dit Suzanne tout à l'heure, mais c'était Carol. Ouais. On voit ce qui se serait passé si Ross était resté marié avec Carol, parce que Carol n'aurait pas réalisé, je fais des guillemets, qu'elle est lesbienne. Et donc, en fait, on voit pendant 2 épisodes Ross qui essaye de s'imposer sexuellement avec Carol, de la supplier de coucher avec lui, et elle qui arrête pas de le repousser, de lui dire non. Donc, c'est très, très, très malaisant. Et ça finit en blague un peu nulle où il propose un plan à 3 pour essayer de pimenter le couple. Et du coup, elle fait un plan à 3 avec sa meuf dans notre réalité à nous, qui est Suzanne. Mais ça m'a particulièrement dérangée aussi. C'était un peu le parallèle, c'était un peu le duo d'intrigues qui m'ont saoulée dans cet épisode. Il y a Monica et sa grossophobie, et aussi Ross et son insistance très, 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 très lourde avec Carol. Dis donc, chérie, ce matin, on s'est bien amusé, hein, au moment où je suis arrivé sur toi en sournois dans la douche. Oui, seulement tu vois, désormais, j'aimerais qu'on ait un appartement avec 2 salles de bain. Après, il faudrait peut-être que je revoie une 15e fois cet épisode. L'insistance très très lourde, c'est plus qu'il lui propose plein de trucs pour pimenter le couple parce qu'il a plus aucune relation sexuelle avec elle et qu'il en peut plus, quoi. Ouais, mais il y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes où ils sont assis tous les deux sur le canapé et où il est vraiment genre sur elle en train de lui dire mais tu veux pas Enfin, il y a vraiment quelque chose moi que j'ai trouvé profondément dérangeant. Et bon, déjà à la base le truc de elle s'est pas rendue compte qu'elle était lesbienne. Oui, dans ça une je suis autre vie, d'accord. enfin, voilà quoi. Mais en plus vraiment moi effectivement le truc du plan A3, pourquoi pas. C'est juste qu'on voit tout ça de son point de vue à lui. Évidemment, c'est un des personnages principaux de la série, alors que Carol ne l'est pas. Mais je trouvais que c'était un peu exagéré de le voir, en fait, relâcher sa tension sexuelle parce qu'il est tellement frustré qu'il fait du karaté. Alors ça aussi, c'est un peu une des blagues du truc. Mais du coup, ça renforce vraiment cette idée que, enfin, en gros, il est en train d'être puni et que vraiment, s'il pouvait juste tirer un coup, tout irait mieux et qu'il a une espèce de désespoir par rapport à ça que, je sais pas, enfin, j'ai trouvé ça malaisant et assez maladroit pour une série qui, en plus, s'en est toujours plutôt bien sortie, je trouve, dans la représentation de Carol et de l'évolution de son personnage. Je suis d'accord que c'est maladroit. Après, moi, je l'ai pas vu comme un truc qui, au niveau du consentement ou des choses comme ça, était forcément dérangeant. Je l'ai vu plus comme un... Le problème, c'est que c'est maladroit et c'est pas très bien écrit et c'est un peu une blague un peu naze, quoi. Mais ouais. Mais il est juste extrêmement insistant avec quelqu'un qui lui a bien fait comprendre que elle ne voulait pas. Et en fait, tout ça est tourné en blague, quoi. Donc moi, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. S'ils avaient fait ça pendant 10 secondes, ça m'aurait peut-être fait marrer. Mais là, passer les 2 épisodes où toute l'intrigue de Ross, c'est ma meuf veut pas coucher avec moi et j'arrête pas d'insister. Ouais, non, je comprends. Je voulais juste dire, avant de conclure la page sur ces épisodes de One That Could Have Been, déjà, je trouve que c'est quand même mignon, au final, Monica et Chandler qui finissent ensemble dans cette réalité aussi. Ça, c'est un peu le truc qui... ça fait pas pardonner la façon dont ils traitent Monica dans ces épisodes, mais c'est une conclusion mignonne à cette intrigue. Oui, non, mais c'est vraiment super. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, ça cimente vraiment complètement Chandler et Monica comme le OTP de la série, en fait, plus que Ross et Rachel. C'est-à-dire que peu importe la réalité dans laquelle ils se trouvent, ils finissent ensemble. Et en plus, dans cette autre réalité de Chandler, qui peut parfois être un gros bof et un gros lourd et tout, est tellement mignon avec elle. Et à aucun moment, en fait, la question du poids de Monica n'est posée dans son attirance pour elle ou quoi que ce soit. Alors qu'on sait que dans l'autre réalité, enfin, il s'est moqué de son poids à l'époque, quoi. Donc ça aussi, ça a quelque chose de très, très charmant. Et un fun fact que je voulais partager, c'est que on voit à un moment le plateau de Days of Our Lives, le soap opéra de Joey. Et en fait, c'est le plateau de Friends. Du coup, ils ont filmé derrière là. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait le backstage de Friends,
ça, c'est dans cet épisode. Alors, la première moitié de ces épisodes, donc la première moitié de la deuxième moitié de la saison, t'as pas vachement plu, mais il y a quand même un truc qui t'a beaucoup fait réagir. Je l'ai vu sur Twitter et honnêtement, j'en étais sûre quand je l'ai vu. C'est qu'il y a une intrigue avec Phoebe et Ursula, sa jumelle, où Ursula est en fait une actrice de porno. Donc, beaucoup de gens pensent que Phoebe est une actrice de porno aussi. Ouais. Et un des films dans lequel Ursula joue s'appelle Buffy the Vampire Slayer. Ouais, qu'on pourrait traduire par Buffy la coucheuse de vampires, quoi. Voilà, et c'est une référence à bien sûr Buffy the Vampire Slayer, donc Buffy la tueuse de vampires. Ouais, et en plus on avait parlé dans l'épisode précédent d'une petite référence déjà à Buffy, donc là je me suis dit, bon clairement les scénaristes de Friends regardaient Buffy aussi. Ouais. De toute façon ça coïncide, enfin c'était à peu près à la même époque. Et c'est vrai que j'adore toujours en fait les faux noms de porno, ça me fait énormément rire. Et juste avant dans l'épisode, il y en avait un autre que j'avais relevé qui était Inspect Her Gadget. Oui. Donc inspectez-la. Oui, une référence à Inspecteur Gadget. Inspectez-la. Oui, voilà. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et en plus, ils ont refait la jaquette avec un logo où c'est Phoebe, mais qui ressemble vachement à Buffy. Enfin, vraiment, mais. Et qui a des gros bravo. cheveux, des cheveux incroyables. Ouais, magnifique, vraiment. Un très grand moment. Ouais. Je savais que ça te plairait, ça. On va parler du plus beau moment de cette saison, tout entière en fait. Ouais. C'est les fiançailles, parce que tout n'est pas acheté. Ouais, clairement. Tu l'as senti venir à un moment où on pouvait tout le monde pouvait le sentir venir, parce que Monica, Rachel et Phoebe ont visité je sais pas ce que c'est. Elles vont dans un musée, ouais. Voilà. Et en fait, il y a un autre couple qui est en train de visiter le musée en projetant de s'y marier. Et donc là, elle commence à se dire, bah c'est vrai que moi, si je me mariais là, je le ferais plutôt ici ou par là. Et donc, elle découvre qu'on peut s'y marier, mais qu'il y a 2 ans de liste d'attente. Et là, Rachel et Phoebe disent à Monica, mais il faut que tu mettes ton nom, parce que si tu veux te marier avec Chandler dans les 2 années qui viennent, ouais. Comme ça, au moins, tu seras sur la liste, tu n'auras pas à attendre 2 ans. Quoi. Ouais. Et du coup, Monica met son nom, mais au moment de cette scène, tu as fait une petite prédiction. Alors, je précise que j'ai fait ma prédiction avant que Monica mette son nom sur la liste et tout. Hein. C'était vraiment... D'accord, tu es super forte. Mais non, mais évidemment, déjà, on arrive à la fin de la saison. On sait que Friends adore terminer ses saisons sur des mariages, donc je me suis dit, bon là, c'est sûr, il va se passer un truc, quoi. Now you could get married here. This would be a beautiful place to get married. Ok, donc Chandler et Monica vont se marier à la fin de la saison. But if in 2 years you're not engaged, you just don't use it. Oui, donc ma première réaction, c'est juste vraiment quand ils sont en train de visiter, j'étais là, non mais ok, ils vont nous faire vraiment un mariage à toutes les saisons en fait. Et non. Et non, ouais. Bien joué, Friends. Bon, ce qui se passe après cette visite, c'est que Monica réserve la salle et qu'une femme de la salle laisse un message vocal sur le répondeur de Monica pour lui dire qu'en fait, il y a une annulation et qu'ils peuvent avoir la salle beaucoup plus tôt. Sauf que, bien sûr, Chandler entend le message sur le répondeur. On pense qu'il panique. Monica pense aussi qu'il panique. Il a disparu, on ne sait pas où il est. Et en fait, on se rend compte juste après... Oui. Putain, elle est complètement gaga. On se rend compte juste après qu'en fait, Chandler n'a pas dit à Monica, mais il est allé voir la dame du musée justement pour visiter la salle et pour réserver. Parce qu'il veut lui aussi se marier avec Monica. Et là, tu as un peu pété un câble. Mais en fait, on découvre qu'il prévoit de faire sa demande en mariage très prochainement. Et ouais, effectivement, la manière dont c'est mis en scène, j'ai adoré. I'm gonna go tell Joey that you're back. He's really worried about you. Did she buy it? Totally. So did Hildy show you the place? Yeah, it's beautiful. I can't believe you're gonna ask Monica to marry you. I know. T'as les mêmes réactions que moi devant des vidéos de panda, quoi. C'est un véritable couinement de joie. C'est clair. Mais c'est vrai que Chandler est très très choupi dans ces épisodes. Ouais, et puis c'est vraiment bien exécuté. Et c'est ça que je trouve super, plus on avance dans la série, c'est qu'en fait, justement, bon, c'est quand même hyper répétitif, mais il trouve de nouvelles manières d'utiliser ce genre de ressort narratif. Et là, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, on s'attend à ce que Chandler panique et tout. Et c'est vraiment très très bien fait de garder la surprise jusqu'à la fin. Ah, j'étais vraiment, mais aux anges. Et il y a un autre rebondissement, parce que bon, sinon ce serait pas drôle. C'est-à-dire qu'au moment où Chandler va pour faire sa demande en mariage, ils sont dans un restaurant et là, la tension est à son comble. Vraiment à son compte. Il veut même pas lui passer sa veste en fait à Monica parce que la bague est dans la veste. Enfin bon, il y a plein de rebondissements. Et d'un coup, qui voilà ? Richard! Exactement. Et alors là, bon, Richard fout la merde, en fait, pendant 2 épisodes, parce qu'il va dire à Monica, alors que Chandler fait croire à Monica qu'il est plus du tout intéressé par le fait de se marier, parce qu'il veut justement... Il veut pas qu'elle se doute. Il veut que ce soit une vraie surprise. Et pendant ce temps, en fait, Richard lui dit qu'il l'aime toujours,
qu'il veut se marier, qu'il veut avoir des enfants, tout ce qu'elle voulait et tout ce qui avait été la raison de la fin de leur couple, en fait. Et du coup, on se demande si Monica va pas revenir avec Richard. Et ça t'a un peu paniqué pendant 2 épisodes, c'est ça? En fait, ça a mené à une succession de « oh là 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 » devant chaque rebondissement, parce que vraiment, je n'en pouvais plus. En plus, comme vous l'avez entendu, j'étais hyper impatiente de voir le moment des fiançailles. Et donc là, vraiment, mais je me prenais le visage dans les mains et je me disais « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Donc effectivement, jusqu'à la toute fin, j'étais en PLS total. I'm actually a little cold though. Can I have your jacket? Oh, yeah. Non. No, you can't have my jacket. Because then I would be cold. And I couldn't imagine growing old. Oh là 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 là. I know, but just let me say it. Oh my God, Richard. Oh mon Dieu. I'm Chandler. It's good to see you. Oh là là. Your table's ready, sir. Oh, good to see you guys. Or if you prefer, this table's available. That might be fun. Oh non. Richard. Actually, I'm not here to compliment the chef. I had to tell you, I want to spend my life with you. I want to marry you. Oh là 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 là. I want to have kids with you. Oh. Oh là là. Ça ne s'arrêtait plus. Ça, c'est aussi un message pour la personne qui a commenté sur sur Apple Podcast en disant « Dommage que vous le regardez en français en nous mettant 2 étoiles. On le regarde en anglais. » C'est clair. C'est la preuve. Donc, c'est pour vous. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu la panique. Ouais, après, c'était excellent. C'est-à-dire que j'ai noté vraiment enfin un peu d'action parce qu'après une saison 6 très décevante, là, il y avait tout ce que j'attendais. Il y avait énormément de drama relationnel. C'est très bien exécuté. C'est très bien joué par tout le monde, par tous les acteurs concernés. Donc, j'étais tendue, mais en même temps, j'étais hyper contente. Puis surtout, il la demande enfin en mariage. Mais en fait, elle le demande un peu en mariage aussi. Et on t'a entendu. Bon, tu as pleuré. Donc, c'est un très, très, très grand moment quand même. Ouais, vraiment, encore une fois, il y a cette surprise où là, c'est un parallèle de ce qui s'était passé avec Chandler, où il était parti, on savait pas où il était. Là, Chandler revient à l'appart et quand il est devant la porte, Joey lui dit « Monica est partie, elle était en pleurs, on sait pas où elle est, je suis vraiment désolée. » Et là, Chandler est au bord des larmes, il dit « J'ai tout foutu en l'air. » Et donc, là, moi, j'étais dans un état déjà pas possible. Tu pensais vraiment qu'elle était partie? Ouais, en tout cas, je me doutais pas du tout de ce qui allait se passer après. Si tu m'avais demandé, d'y réfléchir 5 minutes, je pense qu'évidemment, j'aurais pu le prévoir, mais là, j'étais totalement absorbée, en fait, par les rebondissements, et je me suis dit, oh là là, Monica est partie, et en fait, ça va se terminer sur un cliffhanger où il va devoir la récupérer dans la saison d'après. Et donc là, il ouvre la porte de l'appartement, et là, on voit que la lumière est éteinte, qu'il y a des bougies, des chandelles partout. Déjà, combien ils ont de bougies dans cet appart? Parce qu'il y en a genre 150. En fait, quand il ouvre la porte et qu'on voit ça, et là, évidemment, j'ai compris tout de suite. J'ai été très, très émue parce que j'ai trouvé ça magnifique. Et en plus, c'est Monica qui fait sa demande. Donc, encore une fois, un très bon pas de côté des scénaristes. On pense que c'est Chandler, pendant plusieurs épisodes, qui va faire une demande en mariage. Et en fait, c'est Monica qui le fait, qui se met à genoux. Ensuite, ils se mettent tous les 2 à genoux. Donc, couple goals. Enfin, vraiment, ils sont sur un pied d'égalité. Et c'est super réussi, quoi. Je suis trop contente que ça te plaise. Ouais, franchement, c'est vraiment, c'est la première fois que je pleure vraiment. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moments qui m'ont émue, qui m'ont un peu mouillé l'œil, voilà, mouillé l'iris. Mais là, on est vraiment dans un autre niveau où c'est la première fois que la série m'émeut à ce point-là. Ouais. Oh. Bravo. On va faire un petit point guest star parce que il y a quand même pas mal de très bonnes guest stars dans cette. Je sais pas dire guest star en fait. De guest star. De guest star. De guest star. De guest star dans cette moitié de saison. Et oui, tout à fait. Ah ben déjà, on commence très très fort. Je vais arrêter. On commence très très fort avec Reese Witherspoon qui joue la sœur de Rachel. Et d'ailleurs, je t'avais demandé il y a quelque temps, pas dans le podcast mais entre nous, qui tu verrais pour jouer la sœur de Rachel. Et t'avais pensé à plein de gens, mais t'avais pas pensé à Reese Witherspoon. Ouais, franchement, j'étais déçue de moi-même parce que ça paraît évident, parce que c'était vraiment en plus le pic un peu Reese Witherspoon. Enfin, elle n'était pas encore très connue. Non, justement, elle n'est pas très connue parce que quand elle arrive, il n'y a pas de cri de la foule. Oui. Et tu le sens, elle était dans Election avant, mais c'était avant La Revanche d'une blonde, je crois. Ouais, mais je crois que c'était au moment de Sex Intention. Mais oui, il faudra qu'on vérifie. Mais ouais, en tout cas, oui, il n'y a pas de cri, donc on sent que c'est pas une énorme guest star, mais moi, j'ai crié. Car pour moi, c'est une guest star. Yes? Hi. Is Rachel here? I'm her sister. Oh my God, Jill! Oh my God, Rachel! Oh my God, introduce us. Quelle icône, quoi. Reese Witherspoon de Sex Intention, de La Revanche d'une blonde, de Big Little Lies, de tout. De 150 projets. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment, moi, c'est une actrice que j'admire énormément et qui a été dans beaucoup de mes œuvres préférées, donc j'étais super contente de la voir. Et en plus, elle est excellente
dans ce rôle. J'étais triste qu'elle parte qu'au bout de 2 ou 3 épisodes parce que vraiment, elle est géniale. Elle me faisait plus rire que tout le reste du casting quand elle était là. J'ai lu, mais alors je ne sais vraiment pas si c'est vrai, et on va mettre ça avec des énormes guillemets. J'ai lu ça sur un truc de fan, le wiki de Friends, qu'en fait son arc devait durer 6 épisodes, mais qu'elle s'était mal entendue avec Jennifer Aniston, mais après et que du coup ça avait été réduit à 2 épisodes, et c'est aussi pour ça qu'ils avaient fait The One That Could Have Been, celui qui est problématique. Après, j'ai cherché en ligne et apparemment, les rumeurs qu'elle s'était mal entendue, c'est juste des rumeurs. C'est plus que Reese Witherspoon n'avait pas l'habitude de jouer face à une audience en live et qu'elle avait été mal à l'aise ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Mais enfin bon, il se peut que son arc aurait pu être plus long. Ouais. Mais après, je sais pas, c'est des rumeurs, donc... Ouais, à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que la rivalité entre les actrices, ça arrive. Mais surtout, elles sont meilleures amies aujourd'hui. Ouais, elles sont dans plein de projets, elles se sont encensées dans tous les médias depuis des années, donc j'ai des gros doutes quand même. C'est un outil parfois un peu sexiste pour mettre l'une contre l'autre 2 actrices très bonnes. Mais c'est vrai que maintenant, j'apprécie The Morning Show avec un tout nouveau regard. Quoi. Très bien. Non, mais parce qu'en plus, Jennifer Aniston est connue pour être hyper sympa, donc je la vois vraiment pas. Ok. Non, mais effectivement, c'est intéressant que tu dises ça parce que ça se sent dans les épisodes où elle est là qu'elle pourrait rester plus longtemps. Et c'est pour ça que j'étais un peu surprise quand elle se barre au bout de 2 épisodes parce que tu sens qu'ils construisent en fait. Et du coup, après, elle part très très vite. Ouais. C'est un peu dommage parce que elle est excellente. Bon, de toute façon, on sait que c'est une excellente comédienne. Elle a un très bon timing et tout. Mais je trouve qu'elle se fond dans le casting particulièrement bien par rapport à d'autres guest stars qu'il y a eu qui sont vraiment là, tu vois, comme Ben Stiller ou Julia Roberts. On sent qu'ils sont un peu à part. Là, elle aurait pu faire Two Friends avec eux sans problème. Oui, je pense aussi, elle est très utile au niveau scénario parce que elle nous rappelle d'où vient Rachel en fait. Ouais. Et toute l'évolution du personnage de Rachel depuis des saisons, parce qu'en fait elle est exactement comme Rachel, on la voit même faire du shopping en essayant de pas utiliser la carte de crédit de son père, alors c'est exactement ce qu'avait fait Rachel dans le premier épisode. C'est un espèce de miroir de Rachel à l'époque qui aujourd'hui est devenue la fille dont son père est le plus fier. Donc c'est assez marrant de voir le contraste entre les deux et ça sert aussi à montrer l'évolution du meilleur personnage de la série. Tout à fait. Il y a une autre guest star, et pas des moindres, parce que là, c'est vraiment la grosse guest star de cette saison, et en plus, il est là pour plusieurs épisodes. Il était très très connu à l'époque, il est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, pas mal quoi. Carrément. Bon c'est Bruce Willis quoi. Ouais, tout à fait. Mais j'avoue qu'il m'a fallu une demi-seconde, vous entendez que mon ah ouais vient après les cris, juste parce que comme il avait des cheveux, j'ai pas tout de suite capté que c'était lui. Tu regardes pas assez Die Hard, tu vois. Tu regardes pas Piège de cristal assez souvent. Ouais. Bon, Bruce Willis qui est là pour jouer Paul, le père de la copine de Ross, donc la copine de Ross qui est une étudiante qui a 12 ans de moins que lui. Ouais. Donc Paul n'est pas très très content quand il rencontre Ross et en plus Paul est pas hyper sympa, faut dire. Enfin moi je l'aime bien. Je le trouve sympa. Il est un peu coincé quand même, quoi. Oui, surtout, on découvre au fur et à mesure des épisodes que oui, il est un peu coincé, mais son attitude envers Ross me choque pas, tu vois. Ah oui, non, pas du tout. Au contraire. Franchement, moi j'avais qu'une envie, c'était que Ross se sépare de cette meuf le plus rapidement possible, parce que je trouvais ça très creepy, donc... C'est marrant parce qu'en plus, à un moment, quand il a décrit à ses amis, Ross, il dit « Non, mais elle est très très mature pour son âge », et je venais juste de lire un très bon article de Tavi Gavison dans The Cut, un magazine américain, où elle parle justement du fait qu'elle a été dans des relations d'emprise avec des hommes beaucoup plus vieux quand elle avait 18-19 ans. Elle dit justement que quand on dit d'une femme elle est mature pour son âge, il y a déjà un rapport en fait qui montre qu'on ne devrait pas être avec cette personne parce que pour dire ça veut dire qu'il y a un rapport de différence d'âge mais aussi de domination et de maturité qui fait que la relation est inégale intrinsèquement. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est un peu comme beaucoup d'autres aspects de la série dont on a parlé. Ce que j'ai apprécié, c'est que là, la série n'est pas vraiment du côté de Ross, encore une fois. C'est pas non plus montré comme un truc trop problématique, mais il s'en prend plein la tronche parce que tout le monde fait des blagues sur le fait qu'il sort avec quelqu'un de trop jeune. Tous ses amis lui disent à un moment plus sincèrement, quoi, sans rigoler, lui disent non mais vraiment, elle est vraiment trop jeune pour toi. Il apprend qu'il pourrait se faire virer, que ce serait vraiment très problématique si la fac dans laquelle il travaille l'apprenait. Et le dîner qu'il a justement avec Bruce Willis où il arrête pas de dire des trucs horribles qui le font vraiment passer pour un pédophile en fait auprès de Bruce Willis. J'ai beaucoup apprécié parce que ça nous fait vraiment prendre conscience de à quel point cette relation n'a pas lieu d'être. Oui, parce qu'en plus elle fait vraiment très jeune. Et puis
quand il la suit. Après, il y a des moments très drôles quand il la suit au spring break et qu'on le voit danser au milieu du truc. En fait, le truc, c'est que cette relation est très gênante, mais en même temps, il y a des moments, comme tu disais, qui sont très drôles. Oui. Mais ils l'utilisent bien, quoi. Ils la transforment pas en quelque chose de romantique où on se dit, ah bah super, on a hâte que son couple fonctionne avec cette meuf qui est visiblement beaucoup trop jeune pour lui. Non, exactement. À l'origine, il y avait une histoire où une des possibilités de scénario, c'était qu'elle tombe enceinte. Oh là là. Voilà, et que ça dure encore et que ça dure encore une saison. Et qu'en fait, on se rend compte après que c'était pas vraiment l'enfant de Ross ou un truc. Non, mais stop. Ouais, ils l'ont pas fait au final, heureusement, parce que ça aurait été un peu l'enfer total. Mais Bruce Willis arrive donc dans ce rôle-là et il va avoir une histoire avec Rachel. Et moi, j'adorais au tout début. Après, très vite, on se rend compte que ça va pas du tout fonctionner parce qu'il est hyper relou. Ouais. Mais juste leur rapport au tout début, j'étais à fond, quoi. Je voulais vraiment que ça fonctionne. Moi, pas du tout. Mais par contre, ce que ça a amené, c'est quand même la possibilité de voir Ross se déshabiller. Parce qu'un des très bons épisodes de la saison, justement vers la fin, c'est qu'ils se retrouvent tous les quatre, en fait, Ross, sa meuf, Bruce Willis et Rachel, dans la même maison sans le savoir. Et donc, ça laisse place à un gros malentendu où pendant tout l'épisode, ils essayent de se cacher pour pas que Bruce Willis voit que Ross est dans sa maison avec sa fille. En fait, ils sont sur le point de se mettre dans un jacuzzi. Et là, on voit Ross commencer à se déshabiller. Et franchement, j'étais pas prête, quoi. I'll be back in 10 minutes. Okay. Why don't you get in the hot tub and I'll meet you there? Okay. Oh, wow. J'étais très impressionnée. Non, mais vraiment, il faut que vous regardiez la vérité en face. Enfin, wake up sheeple, quoi. Je vous mettrai, j'ai pris des screenshots, je vous les montrerai sur Twitter, mais vraiment, dans cette scène, tu sens qu'il a pas résilié son abonnement à Néonès, quoi. Il est... C'est clair. Contrairement à moi. Non, mais oui, même moi, je l'ai trouvé. C'est juste, il faudrait enlever sa tête, mais son corps est très bien. C'est horrible. J'objectifie grave, mais oui, non, c'est vrai qu'il est très très bien. Chaque semaine, on élit un meilleur ami, c'est-à-dire le MVP, ton personnage préféré de ces épisodes. Anaïs, qui est ton meilleur ami cette semaine ? Alors, j'ai hésité parce que je trouve que Phoebe est une très bonne amie dans la fin des épisodes où elle aide vraiment Chandler un peu à accomplir toute sa mission secrète avec le mariage. Donc là, elle m'a beaucoup émue et je me suis vraiment dit, j'aimerais trop l'avoir comme amie. Mais je pense que mon MVP doit revenir à Reese Witherspoon parce que c'est juste la reine, quoi. Et que j'aurais vraiment aimé qu'elle soit là pendant beaucoup plus d'épisodes. Et toi ? Moi, en vrai, c'est Richard Tom Selleck parce que, bon, il vient foutre la merde. Déjà, ça ramène du piment. You big tree. You big tree, c'est vrai. Et puis, en plus, je trouve qu'au final, son attitude avec Chandler, il est très respectueux et ce qu'il dit à Chandler, c'est assez... c'est un homme bien, tu vois. Oui, c'est un mensch, quoi. Il s'efface, quoi. Il finit par laisser sa place en disant... Oui, parce qu'il sent qu'ils ont une relation qui est saine et que Chandler va pouvoir offrir à Monica ce dont elle a besoin et il s'efface pour le laisser lui offrir ça et j'ai trouvé ça assez beau, quoi. Et ensuite, qui dit meilleur ami, dit gros loser. Qui est ton gros loser de ces épisodes ? Alors, je pense que tu vas pas être d'accord, mais pour moi, c'est Bruce Willis. J'ai trouvé juste que son personnage apportait pas grand-chose. Enfin, j'étais hyper contente de voir Bruce Willis et il est très bon dedans. Mais il y a quand même tout un épisode où, en fait, il fait que pleurer et où Rachel dit qu'il pleure comme une fille et parce qu'il est en train de se souvenir de ses traumatismes passés, etc. Ça m'a un peu ennuyée. Enfin, franchement, pour le coup, j'étais pas très investie dans cette relation, quoi. Petit loser. Et toi, c'est qui ton loser ? Moi, c'est Mac and Cheese. Enfin, l'épisode entier de Mac and Cheese. Bon choix. Voilà. Et pas le plat, qui n'est jamais un loser. Non, jamais. Je voulais juste dire quand même que Rachel a pas énormément de choses à faire cette demi-saison, mais qu'elle a un de mes moments préférés. Parce que c'est aussi la saison, on l'a pas dit, de Unagi, qui est devenu un énorme classique. C'est culte. Bah ouais, moi je trouve ça drôle. Unagi, c'est l'état dans lequel il faut être pour pouvoir se défendre selon les codes du karaté de Ross. Alors que ça veut dire anguille en japonais, et que d'ailleurs un film qui s'appelle Unagi a gagné la Palme d'Or il y a longtemps, et ça s'appelle l'anguille en français. Donc moi en fait, pendant tout ce truc, je pensais juste à la Palme d'Or. Et j'étais là, bon mec, ça veut dire anguille, quoi. Oui, mais elles lui disent d'ailleurs. Oui. Et ce qui est très drôle, c'est quand Rachel lui fait, elle le surprenne et après Rachel lui fait le même geste, elle lui dit, ouh, salmon skin roll. Ouais, c'était très drôle. Ah, salmon skin roll. On passe aux prédictions. Anaïs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le reste de la série et dans les prochains épisodes ? Dans le reste de la série ? Non, dans les prochains épisodes.
Je pense que dans les 12 prochains épisodes, on va pas forcément assister au mariage de Chandler et Monica. Je pense qu'on va voir les préparatifs, sans doute, du mariage. En tout cas, si cette série a un peu de réalisme, ils vont pas se marier 3 jours après le moment où ils ont décidé de se fiancer. Honnêtement, là, je pense qu'à ce stade, Rachel et Ross, il va plus se passer grand-chose jusqu'à la toute fin. Mais bon, là, du coup, je prédis pour tout le reste de la série, mais parce que je sais que Ross va avoir une autre meuf, parce que je me suis fait spoiler, et je sais aussi que Rachel va se mettre avec Joey. Donc, je pense que là, on en a un peu fini pour l'instant avec la tension. Je pense qu'il y aura forcément des petits trucs, parce que même dans la saison 6, en fait, il y a beaucoup de moments un peu où on voit que elle a pas envie qu'il se mette avec sa sœur, par exemple. Enfin, il y a plein de petits trucs, mais un gros rapprochement, en tout cas pas dans les 12 prochains épisodes. Voilà, et je prédis que Joey va aussi perdre son boulot sur Mac and Cheese, parce qu'il est jamais capable très longtemps de rester acteur, donc voilà. On verra. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 7 de la série jusqu'à l'épisode 12. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, sans spoiler Anaïs. Oui, tout à fait. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé où ça. C'est sur les plateformes de podcast que vous utilisez. Parfois, on peut mettre des notes, donc oui. Voilà. Ou vous pouvez nous hyper aussi auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Amis est un podcast produit par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. À chaque visionnage, Anaïs, tu prends des notes et tu les partages avec nous pour notre plus grand plaisir. Quelles sont tes notes cette semaine ? Bon alors déjà, j'ai écrit Unagi, ridicule, lol. Bah oui, c'est le principe. Ouais. J'ai noté un truc, alors là, complètement à côté de la plaque, j'ai mis Rachel et Joey sont colocs, ça sent le rapprochement. Alors qu'en fait, au final, il ne s'est rien passé entre eux. Donc, mais je pensais que c'était un peu un début, tu vois, pour montrer qu'ils allaient se mettre ensemble. J'ai noté un énorme truc à plusieurs reprises quand même, c'est qu'il y a plusieurs intrigues qui juste auraient été tellement plus simples avec un téléphone portable. Ah bah ça, hein. Déjà, le fait que Joey rate son audition, je ne sais pas combien de fois, parce que Chandler n'a pas écrit le message sur la porte ou je sais pas quoi. Mais vraiment, ça me rendait ouf. J'étais là, mais appelle-le, je comprends pas pourquoi. Et ensuite, pareil, à la fin, quand Chandler et Monica n'arrivent pas à se trouver, je me suis dit, il suffisait d'un téléphone portable et tout ça aurait été réglé en 2 secondes. Et oui, mais on était encore en 99 ou 2000, donc... Ouais, malheureusement. J'ai noté aussi, je sais pas si c'est un mot, mais le dégradé de Rachel est interstellaire. C'est-à-dire que il commence à peu près au niveau de ses narines et il se termine au niveau de ses genoux. C'est assez exceptionnel. Elle a les cheveux beaucoup trop longs là. Et surtout, ça commence en fait, elle n'a pas les cheveux aussi longs au tout début de ce passage et puis d'un coup, t'es là, oula, gros rajout quoi. Elle a été chez son coiffeur, a investi. C'était l'époque des rajouts un peu donc. Ouais, et puis vraiment se dégrader quoi. C'est-à-dire que vraiment toute sa longueur de cheveux est en dégradé. Ouais. Mais ça m'a vraiment rappelé les heures les plus sombres capillairement de mon enfance. Donc. T'avais les cheveux aussi longs ? Non, mais j'avais un énorme dégradé et je pense vraiment que toutes mes coupes de cheveux de l'époque ont été influencées par Rachel sans que je le sache, quoi. Ah oui, et au moment où Monica va voir Richard, elle est en tongs, ce qui a vachement détruit le moment hyper dramatique. J'ai pas remarqué. Si vous revoyez l'épisode, des tongs un peu. Ouais, parce que là, elle est en tenue de soirée et juste elle a des tongs, donc j'ai pas compris. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'elle essaye d'exciter Chandler à un moment où elle est très malade, elle a un rhume. Avec du Vicks Vaporub. Voilà, et elle se frotte du Vicks Rub sur la poitrine. Et j'ai écrit dans mes notes, moi aussi, ça m'excite le Vicks Rub. Voilà, pour quelqu'un qui a souvent des rhumes, en fait, je comprends vachement le pouvoir aphrodisiaque de ce médicament.